Le film commence dans le bureau d'un homme nommé Eduardo, qui est plongé dans son travail. Soudainement, son assistante Anna entre précipitamment et lui remet une pile de documents. Elle l'informe que leur président, Maximiliano, a ordonné de manière urgente d'évaluer une propriété appelée le manoir Valdemar pour une prochaine vente aux enchères. Eduardo est contrarié en apprenant cela, car le dernier évaluateur, Pablo, a mystérieusement disparu après avoir visité le manoir. Il soupçonne qu'il aurait pu voler des objets antiques et s'enfuir. Mais comme ils ne peuvent désobéir au président, Eduardo décide de contacter une autre employée, Luisa, qui est actuellement en congé. La scène se déplace ensuite chez Luisa, où elle se détend jusqu'à ce que la sonnette retentisse soudainement. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle se trouve face à un livreur qui lui remet un bouquet et des documents. Luisa prend les objets et, en ouvrant les documents, découvre qu'ils contiennent des informations sur le manoir Valdemar. Furieuse, elle appelle immédiatement Eduardo et le réprimande pour lui avoir attribué du travail alors qu'elle est en congé prolongé. Au départ, Luisa refuse d'aller faire l'évaluation, mais après de nombreuses supplications de la part d'Eduardo, elle finit par accepter. Le lendemain, Luisa arrive au manoir Valdemar et est accueillie par un jardinier nommé Santiago. Après les présentations, il lui donne un aperçu rapide des lieux et l'avertit de faire attention à l'intérieur. Santiago lui demande également de le voir avant de partir, mentionnant que la plupart des évaluateurs s'en vont sans dire au revoir. Ensuite, Luisa avance et tombe sur la tombe de Léonore Valdemar, l'ancienne propriétaire de la maison. Elle entre ensuite dans le bâtiment et se rend compte qu'il est en mauvais état. Luisa commence à évaluer les objets et à prendre des photos, sans se rendre compte qu'elle capture un esprit à travers l'objectif de son appareil photo. Absorbée par l'évaluation des objets antiques, elle ne remarque pas non plus une mystérieuse silhouette ressemblant à une momie qui entre silencieusement dans la pièce. Peu après, Luisa découvre un escalier et le suit jusqu'à arriver au grenier. Là-haut, elle sent une odeur nauséabonde et commence à en chercher la source. Finalement, Luisa trouve une civière recouverte de plastique. Lorsqu'elle enlève la couverture, elle est horrifiée de découvrir qu'il s'agit du cadavre de Pablo, l'ancien évaluateur. À ce moment-là, la silhouette mystérieuse émerge également d'un coin et tente de l'attaquer. Mais Luisa la remarque juste à temps et s'enfuit pour sauver sa vie. Elle trouve bientôt un vieux coffre dans une pièce et se cache à l'intérieur pour se protéger. Cela semble fonctionner, et Luisa pousse un soupir de soulagement, mais son téléphone se met soudainement à sonner. Cela alerte la créature sur sa position, et celle-ci ouvre rapidement le coffre pour l'attaquer. Heureusement, Luisa esquive et commence à descendre les escaliers en courant. En cherchant des armes, elle entre dans la cuisine, où Santiago l'aperçoit depuis l'extérieur. Il semble comprendre ce qui se passe et lui indique un abri en bois. Suivant ses instructions, Luisa se rend à l'abri et grimpe sur les rondins empilés. Santiago ouvre alors une fenêtre verrouillée et l'aide à sortir pour qu'elle soit en sécurité. Après qu'ils ont finalement échappé à la maison, un homme nommé Damaso arrive avec une voiture et leur permet d'entrer. Luisa perd rapidement connaissance, et un Santiago inquiet tente de la réveiller. Cependant, Damaso, agacé, le réprimande d'avoir permis à la femme d'entrer dans le manoir en premier lieu. Dans la scène suivante, nous rencontrons un détective privé nommé Nicolas, qui vient de sortir d'un aéroport. Il compose un numéro sur son téléphone, et alors qu'il attend une réponse, une voiture s'arrête à proximité. Nicolas entre dans la voiture et rencontre Maximiliano, le président de l'entreprise où travaille Luisa. Il s'avère qu'elle est portée disparue depuis 4 jours, depuis qu'elle est allée au manoir. Par conséquent, Maximiliano a engagé Nicolas pour la retrouver dès que possible. Il demande également au détective de travailler discrètement, sans alerter les journalistes ou la police. Peu de temps après, Maximiliano dépose Nicolas à une station, où il prendra un train à destination du manoir Valdemar. Le détective monte ensuite dans le train et rencontre une femme nommée Dr Nora, qui est la présidente de la fondation Valdemar. Il est révélé qu'elle a également été engagée par Maximiliano pour aider à l'enquête. Après une brève conversation, elle commence à raconter à Nicolas l'histoire du manoir, basée sur le journal détaillé des anciens propriétaires. La scène revient ensuite au XIXe siècle, où nous rencontrons un couple nommé Lazaro et Léonore Valdemar, qui vivent dans le manoir. Il s'avère que Léonore dirige un orphelinat privé et que Lazaro est photographe. Ils semblent satisfaits de leur vie ensemble, cependant, les choses changent lorsque Lazaro accède à la haute société. Le couple commence alors une escroquerie en fabriquant de fausses photos de personnes riches avec les supposés esprits de leurs proches décédés. Lazaro expérimente des techniques comme la diffusion et crée des images qui semblent ressembler à des figures fantomatiques. En conséquence, ils deviennent très riches, mais la seule chose qui manque à leur vie est un enfant. Nous apprenons alors que Léonore a été conseillée par des médecins de ne pas tomber enceinte, mais elle est déterminée à essayer à tout prix.
Un jour, les choses changent radicalement lorsqu'un journaliste nommé Garbea découvre la supercherie derrière les faux contacts surnaturels de Lazaro. Il leur rend donc visite et les menace de les dénoncer à moins qu'ils n'acceptent de lui verser une part importante de leurs revenus. Le couple explique qu'ils ont utilisé tout leur argent pour améliorer la vie des enfants orphelins, mais le journaliste n'en a que faire. Lorsqu'il continue à les faire chanter, un Lazaro furieux rejette ses demandes et le met à la porte. À la suite de cet incident, Garbea écrit un article révélant la fraude du couple. Cela conduit à l'arrestation de Lazaro, laissant Léonore seule responsable de l'orphelinat. Elle doit également faire face à de nombreuses difficultés à cause de cette escroquerie. Malgré les défis, Léonore conserve un espoir inébranlable, attendant le retour de son mari. Cependant, la situation s'aggrave lorsque son majordome lui apporte un jour de mauvaises nouvelles depuis la prison. Il s'avère que Lazaro ne sera pas libéré avant son procès et qu'il ne reçoit pas les médicaments dont il a besoin quotidiennement pour son foie fragile. Le lendemain, Léonore s'introduit dans un club très sélect réservé aux gentlemen, où le directeur de la prison déjeune avec Garbea. Elle exige des réponses sur le traitement réservé à son mari, insistant sur l'importance cruciale des médicaments pour sa survie. Cependant, le directeur de la prison la rejette avec désinvolture, lui conseillant de suivre les démarches officielles. En entendant cela, Léonore est anéantie, car elle sait que cela prendra trop de temps, mais elle n'a pas d'autre choix que de s'y résoudre. En sortant, un journal attire l'attention de Léonore. En première page se trouve un article diffamatoire sur son orphelinat. Elle est tellement furieuse qu'elle se précipite vers Garbea et le gifle. Pendant ce temps, un homme chauve nommé Alistair Crowley, témoin de toute la scène, est intrigué par son histoire. Dans la scène suivante, Alistair rend visite à Lazaro en prison en prétendant être son avocat. Lorsqu'ils se rencontrent enfin, il avoue être un grand admirateur du travail de Lazaro et promet de l'aider à sortir de prison. Lazaro doute de cet homme étrange, mais compte tenu de sa situation désespérée, il n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Il révèle alors que Garbea a trouvé une femme qui a accepté de témoigner contre lui pour exposer sa fraude lors du procès. Lazaro ne sait pas qui est cette femme, mais c'est à cause d'elle qu'il n'a pas encore été libéré. Par la suite, Alistair élabore un plan audacieux et envoie une prostituée séduire Garbea. Elle s'y met immédiatement et parvient à le rendre complètement ivre. Une fois qu'il est inconscient, elle presse la clé de son appartement dans un morceau d'argile pour en faire un double. Quelques jours plus tard, lorsque Garbea rentre du travail, il est surpris de voir une foule rassemblée devant chez lui. Une femme hurle à l'intérieur, et les voisins appellent même la police. Lorsque la porte est ouverte, il trouve la même prostituée à l'intérieur, les mains liées, en pleurs. Elle révèle en larmes que Garbea l'a retenue en otage pendant des jours. Elle affirme qu'il la forçait à témoigner contre Lazaro et menaçait de la tuer si elle refusait. À la suite de cet incident, Garbea est arrêté, tandis que Lazaro est acclamé comme un héros et libéré de prison. Sur le chemin du retour au manoir, il demande à son majordome où se trouve Léonore et pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui. Le majordome lui explique qu'elle est enceinte et ne peut pas voyager dans son état, ce qui remplit Lazaro de bonheur. Peu après, il arrive à la maison et trouve sa femme en train de jouer avec les enfants de l'orphelinat. Le couple s'étreint joyeusement et s'embrasse après une si longue séparation. Cependant, leur bonheur est de courte durée lorsque Léonore commence soudainement à ressentir de violentes douleurs au ventre. Un médecin est alors appelé, après des examens, il annonce une nouvelle choquante, Léonore a perdu l'enfant et ne pourra plus jamais concevoir. Cela bouleverse profondément le couple, en particulier Léonore, qui pleure son enfant à naître et sombre dans une profonde dépression. Quelques jours plus tard, alors qu'elle commence à se remettre émotionnellement, elle reçoit la visite d'un ami. Le même jour, Alistair se présente également devant le manoir pour rencontrer Lazaro. Léonore l'observe depuis la fenêtre, et son ami lui dit qu'elle a entendu dire qu'il est l'homme qui a aidé à la libération de Lazaro. Elle révèle également qu'Alistair est réputé être un magicien et qu'il a été expulsé de plusieurs endroits à cause de ses pratiques de sorcellerie noire. Par conséquent, elle avertit Léonore de ne pas laisser son mari s'approcher de lui, car il semble très dangereux. D'un autre côté, Alistair approche Lazaro, qui est ravi de le voir. Ce dernier lui exprime alors sa gratitude pour son aide et souhaite pouvoir lui rendre l'appareil. En réponse, Alistair révèle qu'il y a quelque chose que Lazaro peut faire pour le remercier. Il lui montre ensuite des photos des personnes riches que Lazaro avait prises en photo, et il s'avère que certaines d'entre elles ont effectivement capturé des esprits. Lazaro était tellement concentré sur ses tours et sur le fait de gagner de l'argent qu'il ne l'avait jamais remarqué auparavant. Alistair croit que Lazaro est véritablement le lien et lui demande son aide pour réaliser son ambitieux projet de connecter le monde réel avec l'au-delà. Pour le convaincre, Alistair affirme connaître une incantation capable de guérir l'infertilité de Léonore.
Mais il explique que cela nécessiterait d'effectuer un rituel complexe lors de la prochaine éclipse lunaire totale, qui se produira après 86 ans. Lazaro est un peu sceptique, mais comme cet homme chauve ne lui a apporté que de l'aide jusqu'à présent, il décide de lui faire confiance une fois de plus. Le soir, Lazaro informe sa femme au sujet d'Alistair et du rituel qu'ils vont effectuer le samedi. Mais cela ne fait que l'énerver, car ils avaient prévu d'amener plusieurs enfants rencontrer leurs parents adoptifs ce jour-là. Elle exprime également sa méfiance envers cet homme étrange et demande à son mari de s'en tenir éloigné. La scène passe ensuite au soir de l'éclipse, lorsque Léonore emmène quelques enfants de l'orphelinat à la gare pour rencontrer leurs parents adoptifs. Après leur départ, Alistair, accompagné de son étrange groupe de disciples gothiques, arrive au manoir Valdemar. Avec Lazaro, il décide d'effectuer le rituel occulte en l'absence de Léonore. Alistair rassemble tout le monde dans un cercle et révèle que chacun d'eux souhaite quelque chose, succès dans les affaires, inspiration, savoir ou richesse. Il écrit chacune de leurs demandes sur un parchemin et prépare le décor pour la cérémonie. Le rituel commence, et Alistair demande à l'un de ses disciples d'enlever le crucifix qu'elle porte autour du cou. Bientôt, le parchemin flotte dans les airs, et un portail vers l'autre monde s'ouvre. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, car Lazaro commence soudainement à se sentir mal. À leur grande horreur, le portail sombre libère une entité maléfique qui déclenche un incendie et commence à les attaquer. Lazaro s'évanouit soudainement, et l'un des disciples d'Alistair est englouti par les flammes. Le feu commence également à se propager rapidement dans le manoir, intensifiant la panique. Conscient de la gravité de la situation, Alistair s'enfuit précipitamment avec les disciples survivants. À ce moment-là, Lazaro est gravement blessé, et le sang coule de ses blessures. Ses serviteurs se précipitent pour l'aider. Pendant ce temps, la nouvelle atteint Léonore, qui se dépêche immédiatement de retourner au manoir. Alors qu'Alistair s'échappe, l'un de ses disciples l'interroge au sujet de la créature qui a été libérée. L'homme chauve répond d'une voix tremblante qu'il s'agit d'un « dévoreur », l'une des entités les plus terrifiantes et malveillantes du monde des ténèbres. Dans une autre scène, le dévoreur se rend dans le cimetière et ressuscite l'un des morts avec son pouvoir. À ce moment-là, Léonore retourne au manoir, où les pompiers viennent d'éteindre le feu. Elle trouve bientôt son mari, inconscient et saignant sur le sol. Inquiète et choquée, Léonore ordonne à son majordome de chercher des médicaments, alors il se dirige vers la cuisine. Mais à son grand effroi, il trouve le zombie nouvellement ressuscité en train de dévorer une servante. Le pauvre majordome tente de fuir, mais la créature le rattrape et le tue également. Quelques instants plus tard, Lazaro commence à reprendre ses esprits, et Léonore tente de l'aider à se relever. Cependant, la créature apparaît bientôt et se met à les attaquer. Lazaro affronte alors le démon pour protéger sa bien-aimée. Mais l'affrontement ne se déroule pas comme prévu, et la créature le plaque contre le mur, le blessant gravement. À ce moment intense, Léonore pousse un cri déchirant et commence soudainement à parler dans une langue étrangère. Cela pousse enfin la créature à s'arrêter, car elle semble comprendre ce qu'elle dit. Elle se calme alors de manière inattendue et s'éloigne. Une fois le danger passé, Lazaro et Léonore ont une conversation, et la vérité est finalement révélée. Il s'avère que Léonore était le lien depuis le début, et non son mari, et qu'elle peut communiquer avec les esprits. Elle révèle alors qu'elle vient de conclure un pacte pour se sacrifier au démon en échange de la sécurité de son mari. En entendant cela, Lazaro est dévasté et la supplie de ne pas le faire. Cependant, Léonore décide de respecter le pacte et embrasse son mari pour un dernier adieu. Elle descend ensuite dans le portail où résident les démons maléfiques et met fin à ses jours. À la fin, seul le corps de Léonore reste, tandis que son âme a déjà quitté ce monde. Un Lazaro dévasté fait tout son possible pour ramener sa femme, mais en vain. N'ayant pas d'autre choix, il porte son corps sans vie à l'extérieur et l'enterre dans leur jardin. Dans la scène finale, nous revenons au présent, où Nora termine de raconter cette histoire tragique à Nicolas. Le détective est visiblement ému par l'histoire de ce couple autrefois heureux, déchiré par des forces obscures. Cependant, Nora l'exhorte à ne pas s'attarder sur le passé et lui rappelle qu'ils ne doivent pas oublier leur mission principale, retrouver Luisa.